Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Nîmes et le FC Metz. Le FC Metz qui a gagné ce match sur le score de 1-0. Ce fut très difficile à cause d'un certain fait de jeu, notamment en fin de première mi-temps, on va y revenir juste après. Mais le FC Metz qui poursuit sa très belle série, un 6e match sans défaite pour une équipe du FC Metz qui, on va dire, est tout simplement sur une très bonne phase à l'heure actuelle, avec justement... non seulement les résultats sont bons, le contenu est très encourageant et forcément que cela donne un peu de sourire dans cette ambiance un peu compliquée autour du confinement. Donc forcément, pas mal de choses à dire sur cette rencontre contre Nîmes. Avant de commencer, petite chose importante à dire, Monsieur Grenat Forever fête son anniversaire en ce 2 novembre, donc souhaitez-lui joyeux anniversaire dans les commentaires bien sûr, parce que le monsieur vieillit tout doucement. Et malheureusement, il n'est pas avec moi pour ce débrief parce que j'ai eu quelques petits soucis d'internet en fin de semaine qui malheureusement ont fait qu'on a dû reporter pas mal de choses comme l'avant-match qui n'a pas pu se faire, mais surtout le débrief qui aurait dû se faire un peu plus tôt et qui finalement n'a pas pu se faire. Et avec les disponibilités, comme vous savez, nous sommes très pris. Et malheureusement, il n'a pas pu être là pour ce débrief, mais en tout cas, il vous embrasse. Et voilà, les commentaires si vous voulez un peu lui souhaiter un bon anniversaire, les commentaires aussi si vous voulez bien sûr parler du match, bien sûr si vous voulez dire 2-3 choses sur ce qui s'est passé durant cette rencontre, notamment sur la performance de certains joueurs, sur la boulette d'un latéral gauche dont je ne citerai pas le nom, vous pouvez le dire aussi dans les commentaires, l'espace vous est réservé bien entendu. N'hésitez pas aussi, si vous voulez vous abonner à notre chaîne, c'est gratuit, ça nous donne énormément de soutien pour le développement de la chaîne. Merci déjà à ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, merci par avance à ceux qui vont s'abonner dans les prochaines minutes. Un grand merci à vous tous. Dernière petite chose, n'oubliez pas que ce débrief il est en plusieurs parties comme d'habitude, et toutes les parties vous les retrouvez dans la description de la vidéo et vous pouvez directement cliquer sur la partie qui vous intéresse. Voilà, l'histoire un peu de vous faciliter la vie. On commence ce débrief par un petit rappel sur les états de forme des deux équipes, parce que deux équipes qui sont pas dans le même état de forme. Tout d'abord une équipe de Nîmes qui donc recevait le FC Metz après un déplacement à Bordeaux qui ne s'est pas bien passé puisqu'ils ont perdu 2-0. Avant Bordeaux, il y a eu notamment cette défaite 4-0 à domicile contre le Paris Saint-Germain, et ça a été un peu les deux défaites qui les ont un peu calmés alors qu'ils étaient sur une série assez intéressante depuis le match de Lyon. Un nul obtenu à l'extérieur contre Lyon, derrière un nul obtenu contre Lens à domicile, et puis surtout cette victoire très importante dans le derby contre Montpellier, à Montpellier, et donc forcément que ces deux défaites contre Paris et contre Bordeaux les ont un peu freinés, et ils avaient tout simplement l'opportunité contre le FC Metz à domicile de se relancer, comme avaient pu le faire certaines équipes auparavant qui justement recevaient le FC Metz. Le petit souci, c'est qu'effectivement l'adversaire du jour c'est le FC Metz. Et le FC Metz qui est dans un rythme absolument incroyable depuis 5 matchs, parce que quand on voit ce qui s'est passé, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais tout a commencé après une victoire à domicile contre Reims, derrière un match nul obtenu contre Marseille, victoire contre Lorient, match nul à Angers, avec du contenu très intéressant, victoire obtenue à domicile contre Saint-Etienne. Et donc cette série, on se demandait si Metz allait réussir à la poursuivre. Déjà, plus l'invincibilité que l'idée de victoire, parce que forcément il y a un déplacement à Nîmes. On sait que c'est pas forcément évident quand on est le FC Metz pour essayer de mettre à mal cette équipe de Nîmes qui, comme je l'ai dit, avant Paris et Bordeaux avait quand même montré de la solidité. Et donc on se disait, ça va pas être simple, on peut partir sur un match nul, mais la victoire, moi personnellement, j'avais dit 0-1 pour le FC Metz sur divers sites pronostics de la communauté messine. Voilà, mais le match nul aurait pu se défendre en avant-match. Clairement, c'était pas simple, surtout qu'on va y venir après, mais il y a quand même quelques absents du côté du FC Metz qui nous laissaient un peu dubitatifs sur une performance en termes de victoire contre une équipe de Nîmes. Justement, on va quand même un peu parler de l'histoire des joueurs absents, parce que ça nous amène évidemment à parler des 11 des deux équipes. Parce que le FC Metz, tout comme Nîmes, a des joueurs qui sont bien sûr absents pour ce match, et des joueurs assez importants. J'aimerais tout d'abord que l'on commence par cette équipe de Nîmes qui, innovation durant cette saison, habituellement,
cette équipe de Nîmes jouait en 4-3-3. Il se trouve que plusieurs joueurs sont, vous savez, absents, certains joueurs sont aussi partis. Quand je pense aux joueurs partis, je pense bien sûr au départ de Philippe Otto, qui a été, à mon sens, une grosse perte pour Nîmes, surtout dans l'application d'un système en 4-3-3. Philippe Otto était un élément quand même assez important de ce système-là, et son départ a fait que ça a un peu redistribué certaines cartes. Autre chose à signaler en termes d'absence pour cette rencontre contre le FC Metz, c'est que vous avez un joueur assez important comme Ferrat, qui malheureusement, pour la petite histoire, aurait dû signer, semble-t-il, au FC Metz durant le mercato. Alors c'est durant le mercato, je crois, d'été 2019, hein, si je ne me trompe pas, où Zinedine Ferrat aurait dû signer au FC Metz. Finalement, il a été du côté de Nîmes. Et donc Ferrat est absent. Donc forcément, première difficulté pour Nîmes, hein, parce que Ferrat, c'est l'élément créatif de Nîmes, hein, un joueur qui est très très important Déjà, la saison dernière a été assez important pour cette équipe de Nîmes, et dans le début de saison, avoir un tel créateur qui n'est pas présent, c'est quelque chose qui est à signaler et qui pose problème. Autre absence assez importante, c'était notamment le latéral gauche de Nîmes, à savoir Melling. Alors Milling, désolé si je me trompe dans la prononciation, les supporters de Nîmes qui nous écoutent, mais effectivement, qui malheureusement lui aussi n'est pas là, et qui est assez problématique quand on sait qu'il est censé couvrir le côté notamment d'un certain Lamine Gueye, dont on va parler juste après. Et donc forcément, quelques absences pas simples pour cette équipe de Nîmes, qui doit donc aligner son 4-4-2 assez nouveau, puisque comme je l'ai dit, habituellement c'était plutôt un 4-3-3. Le FC Metz avait aussi des absents pour ce match. Tout d'abord, évidemment, Ibrahim Ayane, qui, comme vous savez, on ne retrouvera plus certainement avant la saison prochaine. Mais deux absences un peu assez embêtantes, on va dire, sont apparues en fin de semaine, juste avant le match contre Nîmes, à savoir tout d'abord l'absence de John Boy, qui constituait un peu cette solidité de la défense centrale avec Dylan Brown, et qui en plus était vraiment, je dirais, l'âme défensif par excellence du FC Metz, et qui est malheureusement indisponible pour cette rencontre contre Nîmes. Et donc, autre absence à signaler, c'est monsieur Vincent Pajot, qui a été extraordinaire contre Angers. On s'en souvient, il y a cela 2 semaines. La semaine dernière contre Saint-Etienne, il a été énormissime dans la récupération au milieu de terrain. Ça a été assez incroyable, hein. On l'a vu de nos propres yeux avec Grenat Forever. Et malheureusement, Vincent Pajot est lui aussi blessé. Et donc, ça nous amène au FC Metz à devoir constituer un milieu de terrain qui est un peu une première, si je ne me trompe pas, puisque nous avons Maïga qui revient à son poste de numéro 6 qu'il avait connu jusqu'au moment où Vincent Pajot avait dû être mis en numéro 6 parce que Maïga était suspendu contre Angers. Ça a fait que la performance de Pajot contre Angers et contre Saint-Etienne tendait à éloigner Maïga de ce poste de numéro 6, mais comme la blessure de Vincent Pajot est apparue très récemment, forcément, Maïga retrouve ce poste de sentinelle, avec comme compère au milieu de terrain, monsieur Victorien Angban, qui est plus milieu excentré droit, et donc milieu excentré gauche, monsieur Chipembe, qui, je vous le rappelle, avait eu une opportunité de se montrer notamment lors du match contre Angers, puisque innovation tactique que l'on avait observé contre Angers, avec notamment cet ailier droit présent aux côtés de l'avant-centre qui était donc Opengate, et l'ailier droit c'était Lamine Gueye. Boulaya, qui comme vous savez est un électron libre, donc il n'est pas ailier gauche, et donc il n'y a pas d'ailier gauche à proprement parler au FC Metz, ce qui laisse la place au milieu gauche excentré d'avoir tout un espace à exploiter offensivement. Chipembe avait cette opportunité contre Angers, malheureusement ça a été très très timide dans le jeu offensivement, on l'avait expliqué dans le débrief de la rencontre contre Angers, et nouvelle opportunité pour Chipembe d'essayer de se montrer avec en plus une titularisation face à cette équipe de Nîmes pour justement exploiter à nouveau ce côté gauche, laissé libre à la fois par le positionnement de Lamine Gueye en tant qu'ailier droit, mais surtout par l'électron libre Farid Boulaya, qui laisse justement très souvent ce côté gauche libre pour un milieu excentré gauche. Et donc le FC Metz au final reste de ce 4-3-3 hybride inversé. Quand je dis inversé, c'est parce que historiquement, vous savez, on laisse plutôt le côté droit libre de tout poste, hein. On ne mettait pas d'ailier droit, notamment la saison dernière, depuis notamment le match de Angers,
On a décidé d'aligner notamment Lamine Gueye sur le côté droit, et donc ça laisse de l'espace libre sur le côté gauche. Partons, si vous voulez bien, après cette énonciation des 11 des deux équipes, sur les faits importants de ce match. Et ça, c'est une première chose importante, parce que effectivement, le FC Metz démarre bien ses matchs, notamment, si vous vous souvenez bien, lors d'un match contre Saint-Etienne, hein, on en avait déjà parlé, et à nouveau, le FC Metz qui démarre bien sa rencontre par l'ouverture du score, avec un travail de récupération, mais alors là, monsieur Maïga, il nous a fait un truc, récupération très très basse, et il a remonté la balle, tout simplement, il a remonté tout le milieu, et il fait un caviar, en gros une passe axiale qui justement aide bien en fait Lamine Gueye parce que elle est justement bien dosée entre à la fois elle est trop longue pour le défenseur qui est au marquage de Lamine Gueye et elle n'est pas assez longue pour permettre justement à Baptiste René d'essayer de sortir pour anticiper cette passe-là. Et Lamine Gueye part dans le dos du défenseur de Nîmes, réussit à dribbler Baptiste René pour inscrire le premier but du FC Metz dans ce match. Et donc Lamine Gueye ouvre son compteur en Ligue 1 à travers cette ouverture du score. Et on rappelle, mais c'est donc la deuxième action décisive de Lamine Gueye en 3 matchs, hein, puisqu'il avait déjà été passeur décisif contre Angers, si vous vous souvenez bien, pour Opa N'Guet. Et là, donc, il ouvre le score dès la 15e minute de jeu. Forcément que on était très content d'avoir justement cette prise en main du match assez rapide qui à la fois se matérialise par cette ouverture du score, mais quand vous regardez notamment les actions de la première mi-temps, vous pouvez voir que le FC Metz a pas forcément, été inquiété par Nîmes, parce qu'au final vous avez quand même des actions qui sont tentées, il y a des frappes tentées, et surtout on a senti du côté de Nîmes une véritable incapacité à vraiment prendre le jeu à son compte en première mi-temps et à vraiment porter le danger. Je crois que si je me souviens bien, il y a le commentateur de Téléfoot qui avait dit une chose assez importante, ou c'était le consultant, je ne sais plus, qui avait dit que sur cette première mi-temps, le seul ennemi en fait de Metz, c'est Metz lui-même, c'est-à-dire que Metz, pour que Metz se mette en danger, il faut que Metz fasse des erreurs, notamment dans les relances, et c'est ce qui va arriver à je crois 2 reprises si je ne me trompe pas, où justement les relances ratées peuvent donner une opportunité à Nîmes de justement de porter un danger important sur le but d'Oukidja, surtout après l'ouverture du score, mais notamment je crois qu'il y a une frappe de Briançon et de Ripard qui sont arrêtés, qui sont bloqués, et qui malheureusement ne permettent pas à Nîmes de revenir dans ce match en première mi-temps. Élément important à signaler sur cette première mi-temps, il faut bien sûr aller notamment à la 4e minute de jeu. Mathieu Hudol qui fait un tacle glissé qui est d'apparence réglo dans le sens où il prend la balle. Et d'ailleurs le contact sur le joueur est quasiment... il est peut-être un peu présent, mais en tout cas il n'y a pas d'effet immédiat où il va découper le joueur. Il prend la balle, malheureusement l'arbitre juge qu'il y a un excès d'engagement de la part d'Udol sur ce tacle glissé. Et moi je vais vous dire honnêtement, avec le recul que j'ai, c'est que d'accord, il prend la balle, très bien, donc c'est un tacle qui normalement aurait dû être, je pense que dans un championnat du nord-ouest de l'Europe, normalement on valide ce tacle. Mais en France, c'est considéré comme un excès d'engagement, et surtout, moi, je comprends pas pourquoi Hudol fait ce genre de tacle à la 44e minute de jeu, donc on approche de la mi-temps, au niveau du milieu de terrain. Je veux dire, d'accord, il prend la balle, mais s'il n'avait pas pris la balle, s'il avait vraiment découpé le joueur sans prendre la balle, on aurait été en mode, rouge mérité. Donc, il a pris un risque énorme dans une zone qui n'était pas dangereuse. On parle d'une zone du milieu de terrain. Et d'ailleurs, c'est un tacle qu'il l'exécute parce qu'il veut amorcer un contre. Parce qu'en faisant ce tacle-là, ça amorce directement le contre au milieu de terrain. Et malheureusement, dans le calcul un peu coût-gain réalisé par Hudol, le coût n'a pas été trop bien mis en avant, on va dire. Et donc forcément, en France, on n'aime pas trop ce genre d'agressivité. Et
voilà, il prend ce carton rouge qui embête énormément le FC Metz parce que quand vous avez une telle maîtrise en première mi-temps et que vous avez un adversaire nîmois qui, à moins de profiter des erreurs de l'adversaire, n'arrive pas à imposer son jeu face au FC Metz, avoir ce rouge-là vous met dans un état, notamment durant la mi-temps, assez compliqué. Quelles sont les solutions à apporter? Quels sont les changements tactiques à opérer? Et c'est vrai que quand on est le FC Metz, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on blinde? Est-ce qu'on réorganise tactiquement? Est-ce qu'au contraire on garde la même, je dirais, base tactique? C'est un peu ça, toutes les interrogations qui sont nées, notamment à la suite de ce carton rouge et surtout pour la deuxième mi-temps. Finalement, en deuxième mi-temps, on va avoir la rentrée en jeu notamment de Thomas Delaine et de Mamadou Fofana. Thomas Delaine pour remplacer dans ce poste de latéral gauche Mathieu Hudol, avec forcément, je dirais, une situation pas simple pour Thomas Delaine, parce que Thomas Delaine rentre dans un contexte à 10 contre 11 où il sait très bien qu'il va devoir plus défendre qu'attaquer. Et ça, on sait très bien, vous l'avez très bien vu, que par rapport à Hudol, c'est clairement pas son fort, Thomas Delaine. Aujourd'hui, il a un vrai atout offensif, Thomas Delaine. Par contre, défensivement, on sent que c'est toujours compliqué. Et d'ailleurs, le match va montrer que cette équipe de Nîmes va pas hésiter à beaucoup taper sur le côté gauche du FC Metz, parce que oui, Thomas Delaine est un joueur qui a encore des progrès à faire défensivement pour être au niveau de la Ligue 1. Et donc, ça explique aussi pourquoi est-ce que justement Mathieu Hudol a réussi à prendre son épingle du jeu et réussir justement à s'imposer en tant que latéral gauche. Autre chose à signaler, c'est que donc Victoria Angban est remplacé par Thomas Delaine. Chipembe, et c'était un peu dommage, Chipembe qui avait fait une bonne première mi-temps, je trouve qui était peut-être la meilleure première mi-temps qu'il ait faite si on compare par rapport à ce qui s'est passé face à Angers. On avait vu là un joueur un match contre Nîmes où il a réussi justement à prendre des risques au niveau de ses frappes. Il a tenté des frappes, beaucoup plus un jeu vers l'avant que ce que l'on avait vu contre Angers. Malheureusement, ce rouge fait que Chipembe doit sortir, donc tout comme Victoria Angban, et donc Chipembe est remplacé par Mamadou Fofana, une option qui est très 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 défensif, vous vous en doutez bien. Et donc c'est vrai que la deuxième mi-temps, forcément quand on regarde ce match on n'est pas très rassuré, surtout que l'on voit cette équipe de Nîmes qui rapidement essaye de nous mettre à mal, il faut dire la vérité. Il y a Nelandro qui a une frappe qui est totalement pas cadrée, qui est notamment à l'entrée de la surface, et ça on va le sentir beaucoup, que l'entrée de la surface, sur des erreurs peut-être aussi de relance ou de communication, permet à certains joueurs de Nîmes d'essayer des frappes et avoir des opportunités pour cadrer. Et Nelandro a, à mon sens, un raté absolument incroyable à la 46e où il cadre même pas la frappe. Avec son pied gauche, si je me trompe pas. Et donc malheureusement, la balle est absolument pas cadrée. Ripard a deux occasions d'ailleurs pour essayer justement de remettre Nîmes sur de bons rails. Et finalement, Metz va avoir quelques opportunités en deuxième mi-temps. Boulaya va en avoir, notamment une frappe que s'il avait mis cette frappe, ça aurait été extraordinaire. Lamine Gueye qui va en plus reprendre cette frappe de Boulaya qui a été justement arrêtée par le gardien de Nîmes. Et bon voilà quoi, c'est un peu dommage parce qu'on a senti que si on mettait ce deuxième but là, on est à la 68e minute de jeu, on sent qu'on met à terre définitivement Nîmes. Et Nîmes finalement va avoir très peu d'occasions jusqu'à la 67e minute de jeu, vraiment des occasions très très dangereuses, à part peut-être celle de Nelandro notamment. Mais ils ont tenté effectivement de faire rentrer certains joueurs, notamment Majouga, Haribi, Denke. 3 joueurs donc qui rentrent justement pour essayer un peu de mettre plus de poids offensif. En plus, ils sont en supériorité numérique, ils sont à 11 contre 10. Malheureusement, ça va pas être d'une grande efficacité sur ce match, parce que quand vous regardez notamment les statistiques au global, vous aurez évidemment l'accès aux statistiques durant ces vidéos-là, mais malgré l'apport important de joueurs offensifs sur le terrain, on va avoir seulement 2 tirs cadrés sur 17 pour Nîmes, mais ça fait 5 tirs pour 8 cadrés. Donc les rentrées en jeu du côté Nîmes n'ont pas été d'une très très grande réussite et malheureusement n'ont pas permis à Nîmes de revenir dans ce match-là. On a serré les dents jusqu'au bout, notamment à travers une incroyable action
notamment durant le temps additionnel, si je me trompe pas. Il faut aller du côté, je prends mes petites notes, de la 92e minute de jeu. Karim Arribi qui nous fait une tête qui est sortie de manière incroyable par Alexandre Oukidja, qui maintient le FC Metz avec cet avantage de 1-0. Et le FC Metz va tenir alors, à peu près 6 minutes de temps additionnel. Hein. Jusqu'au bout, l'arbitrage ne nous aura pas aidé dans la quête de cette victoire en infériorité numérique. Mais le FC Metz va tenir et va donc emporter ce match sur le score de 1-0 à l'extérieur. Donc une victoire qui fait énormément plaisir. On a un peu fait l'éloge des faits importants de ce match. J'aimerais qu'on passe aux enseignements. Quels sont les enseignements à retenir de ce match, collectif et individuel? Premièrement, si on passe sur la partie collective, à nouveau, alors que certains avaient peut-être évoqué des changements, on repart sur un schéma hybride. On a bien eu pourtant l'absence de Vincent Pajot. On a eu aussi, maintenant Wagner Diaz qui est à nouveau présent dans le groupe et qui est plus qu'une option de seulement 10-15 minutes. Malgré tout, on repart sur un 4-3-3 hybride avec ce que je vous disais notamment contre Angers, ce 4-3-3 hybride en laissant le côté gauche totalement libre, parce que l'on met Lamine Gueye qui n'est pas considéré comme un ailier gauche mais comme un ailier droit, et donc on repart sur ce système-là. Comme quoi, je sais que certains avaient peut-être évoqué l'idée d'avoir un double pivot. Alors, il faudrait voir le positionnement moyen des joueurs, mais on sent quand même qu'aujourd'hui, un Angban reste toujours plus haut qu'un Maïga, et malheureusement, ça ne va pas changer l'histoire. Donc aujourd'hui, pour les défenseurs du double pivot, pour l'instant, on n'a pas encore le fameux 4-2-3-1 que certains aimeraient avoir, avec vraiment un rôle assumé de Boulaya en tant que meneur de jeu, hein, vraiment dans un tel schéma. On reste dans un 4-3-3 avec une sentinelle, deux milieux de terrain, et donc hybride parce qu'on a un ailier droit, un avant-centre, et on a Boulaya qui peut aller à gauche, à droite ou dans l'axe. Il fait un peu ce qu'il veut. Et encore une chose à dire, c'est que ce système a encore marché, notamment à la première mi-temps. Donc aujourd'hui, pourquoi changer? Clairement, pourquoi changer? Peut-être que les absences, avec notamment la suspension à venir d'Udol et aussi la suspension de Fabien Santons qui a pris un troisième carton jaune qui devrait le faire absenter pour le match contre Nantes, va peut-être obliger Frédéric Antonetti à repasser un système à 5 défenseurs, donc 2 latéraux défensifs et 3 défenseurs centraux. Donc des faux latéraux défensifs, hein, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Maintenant, on verra bien. Mais ce système en 4-3-3 a encore montré son efficacité, notamment lors de la première mi-temps. Autre chose, j'ai déjà dit, l'entame de match. À nouveau, une entame de match réussie. Où non seulement on marque, mais en plus, on ne prend pas de but. Et ça, c'est une très très bonne note à souligner, qui me permet aussi de dire que c'est un nouveau clean sheet. Et quand même, ça commence à bien les clean sheets, parce que, petite information pour ceux qui ne sont pas rendus compte, mais le match contre Saint-Etienne la semaine dernière était notre premier clean sheet de la saison, mine de rien. Et là, c'est notre deuxième. Et en plus, à l'extérieur contre un concurrent direct. Autant vous dire que la différence de but est très contente d'avoir un tel résultat positif, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez notamment la différence de but, on pourrait le voir après au classement, mais le FC Metz a, comme vous savez, seulement encaissé que 7 buts, hein, pour information, hein, juste comme ça, hein, le FC Metz c'est la 3e défense de Ligue 1, donc c'est une très très bonne chose de ne plus maintenant encaisser de buts, surtout que si en plus vous encaissez plus de buts et que d'ailleurs vous en marquez, là vous augmentez votre différence de buts, et notamment par rapport aux concurrents directs, hein, c'est toujours bien d'avoir une différence de but positive, et à l'heure actuelle, différence de but positive de plus 3. Donc, c'est très bien, un nouveau clean sheet. Autre interrogation que l'on avait, c'était cette absence de Vincent Pajot, parce que Vincent Pajot qui est absent, ça a obligé donc Maïga à revenir en poste de numéro 6, et on se disait, mais comment va fonctionner ce milieu de terrain-là? Chipembe, ok, on le retente, mais Angban, on voit qu'il y a de la progression, notamment depuis le match contre Marseille. Maïga, qui était un peu en dedans, notamment contre Saint-Etienne. Là, on l'attendait au tournant, on attendait ce milieu de terrain-là un peu nouveau au tournant. Et il a été assez satisfaisant sur la première mi-temps, parce que ce milieu de terrain-là
a pas forcément été très inquiété par le milieu de terrain de Nîmes. Donc c'est une bonne chose que même en expérimentant un nouveau milieu de terrain, on a vu quand même une certaine performance. Autre performance à signaler bien sûr au collectif, c'est au niveau de la défense. Autant vous dire que là, quand vous voyez cette solidité défensive, qui justement est illustrée par le clean sheet, mais c'est vrai que le clean sheet est beaucoup plus, je dirais, une note aussi pour le gardien de but qui est Alexandre Okidja, mais je dirais surtout la solidité défensive dans une situation absolument pas simple. On est en infériorité numérique à 10 contre 11, on réussit à tenir. Je pense qu'à une époque, il n'y a pas la solidité défensive là dans une telle situation d'infériorité numérique. Et donc honnêtement, c'est une très très bonne chose d'avoir cette solidité là de toute l'équipe et surtout vraiment cette force défensive qu'on a ressentie chez tous les joueurs, pas seulement les défenseurs, mais aussi même les attaquants qui justement n'hésitaient pas à presser en deuxième mi-temps alors qu'on était en infériorité numérique. Donc ça, c'est un peu tous les éléments, je dirais, collectifs à signaler. Si vous avez d'autres éléments collectifs à signaler sur ce match, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. On passe aux éléments individuels, aux enseignements individuels à retenir sur cette rencontre. Tout d'abord, Monsieur Lamine Gueye, parce que Monsieur Lamine Gueye, qui avait fait vraiment une performance qui nous avait ébloui contre Angers, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ce que l'on a vu contre Angers, de voir cette présence offensive. Franchement, personne ne pouvait s'y attendre. Contre Saint-Etienne, on a été un peu déçus parce que forcément, Saint-Etienne, on a senti un joueur qui était un peu plus timide dans le jeu offensif. Et donc, à tel point qu'on se disait, mais ça se trouve, il va pas jouer titulaire contre Nîmes et on va mettre Wagner Dias. Finalement, Antonetti remet Lamine Gueye sur le terrain et Lamine Gueye, il est décisif parce qu'il a une action à mettre avec notamment un déplacement important parce que il met le but parce qu'il a ce déplacement où il part dans le dos du défenseur à la limite du hors-jeu et il réussit à dribbler le gardien. Je veux dire, tout est très très bien fait et il doit être fait à ce moment-là et il le fait plutôt bien. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, deuxième action décisive pour lui, après donc la passe décisive pour Opa Nguet. Et donc voilà, Lamine Gueye aujourd'hui qui met un peu plus ce casse-tête dans la tête de Frédéric Antonetti parce que vous avez Lamine Gueye, vous avez Wagner Dias, vous avez Yad qui sont trois ailiers qui aujourd'hui rentrent dans la discussion pour être sur un 11 titulaire. Je ne parle même pas de Thierry Ambrose parce que Thierry Ambrose est dans une certaine difficulté, notamment physique à l'heure actuelle, mais lui aussi serait normalement dans la discussion. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué pour nous tous d'avoir de la visibilité sur qu'est-ce que va faire Frédéric Antonetti pour justement ce poste de d'ailier. Maïga avait une immense responsabilité sur ce match-là parce que il sortait donc d'un match au poste de milieu excentré qui a été malheureusement pas satisfaisant par rapport à ce qu'on a connu de lui, notamment la saison dernière, et là ça a été une réponse magistrale. Je veux dire, c'est le joueur qui a été partout. Dans la récupération, c'était incroyable. Avoir une sentinelle qui récupère le ballon aussi bas, qui l'amène en action décisive pour Lamine Gueye. Bon, là, je veux dire, il avait déjà montré contre Lorient qu'il pouvait aller vers l'avant. Malheureusement, ça reste des épiphénomènes parce que certes, il y a des actions décisives. Il y a la passe décisive pour Ibrahim Niane contre Reims. Il y a alors c'était contre Lorient, pardon, c'était contre Lorient, excusez-moi, contre Lorient. Il y a la passe donc là pour Lamine Gueye, mais on veut qu'il aille plus vers l'avant, forcément. On commence à voir cela, mais il faut que ça s'accentue davantage, et c'est d'ailleurs les propos de Frédéric Antonetti en conférence de presse d'avant-match contre Saint-Etienne, où il disait qu'il attend de Maïga qu'il aille plus vers l'avant. C'est encourageant pour qu'il développe cet aspect-là, justement, en plus en étant milieu excentré, puisque Vincent Pajot, je ne suis pas sûr qu'avec cette performance de Maïga, même si elle était très très bonne, aujourd'hui Vincent Pajot est vraiment inquiété dans ce poste de numéro 6 quand on voit son match contre Angers et aussi surtout son match contre Saint-Etienne. Je pense que ça va être très dur pour Maïga de retrouver ce poste de numéro 6 et il va donc tout simplement retrouver son poste de milieu relayeur qu'il avait connu la saison dernière. La paire défensive, Braun, Kouyaté. Et surtout Kouyaté, parce que là, très inquiet en avant-match quand on apprend que Boy n'est pas titulaire avec Braun parce que Jack qui n'est pas convoqué dans le groupe parce qu'il est blessé. Et
on se dit, bon, Kouyaté, première titularisation certainement, petite pression sur lui quand même. Et en fait, ben non, pas de pression, parce que le gars a été là énorme. Alors, on a retrouvé des qualités de John Boy, l'impact physique très présent, impact dans les duels aériens très très présent. La petite touche qui, pour moi, le met des fois même plus en avant que John Boy, c'est notamment son jeu au pied. Il a plutôt un bon jeu au pied sur ce match. Quand vous regardez notamment, je crois, les statistiques d'après la base de données StatsBomb, pardon, on voit un joueur qui fait quand même des passes durant ce match. C'est pas non plus, je veux dire, le gars qui va absolument être timide dans son jeu de passe. Il est, si je me trompe pas, dans ce match, sur à peu près quelque chose comme 23 passes tentées. Donc on est un peu sur quoi? On est sur de l'équivalence avec Dylan Brown. Il est sur du 82% de passes réussies sur ce match. 82-83%. Donc c'est un joueur qui dans le jeu de transmission a été propre. Ce qui est un peu compliqué quand vous connaissez Monsieur John Boy. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une performance qui peut être une référence pour Kouyaté, parce que vous savez très bien que John Boy n'est pas sûr d'être au-delà de cette saison 2020-2021. Je rappelle que c'est sa dernière année de contrat, qui vient d'une prolongation de contrat d'un an qui avait été activée à la fin de la saison dernière. Et donc, beaucoup d'attentes sur Kouyaté, sur l'après John Boy notamment, si jamais il ne reste pas au FC Metz. Et donc de voir cette performance-là, ça nous satisfait énormément, parce que même quand la balle n'était pas pour lui et qu'elle était pour l'ailier, pour le latéral défensif, pardon, il allait dessus. On sentait quelqu'un qui voulait vraiment être présent défensivement pour son équipe, et à part quelques petits cafouillages, notamment en première mi-temps, c'était quand même, je dirais, une très très bonne performance de Monsieur Kouyaté, Kiki Kouyaté pour les intimes, Boubacar Kouyaté pour ceux qui veulent les noms complets. Autre chose, Monsieur Oukidja. Parce que oui, Maïga était très très bon. Maïga est parmi les meilleures performances de ce match. Oukidja, mine de rien. Alors, il y a eu quelques sorties un peu olé olé, mais on en a l'habitude, les sorties olé olé de Monsieur Oukidja, qui à 2 reprises aurait pu notamment, je dirais, nous coûter un but si les frappes étaient, si les têtes, pardon, était cadré. Je passe à côté évidemment son jeu de relance au pied qui, comme vous savez, malheureusement est très compliqué. On est encore à 29% de passes réussies sur les passes super à 35 mètres. Donc, encore une fois, le travail, on sait où il est pour Oukidja, parce que le reste, quand il faut être décisif face à des frappes cadrées, Monsieur Oukidja est présent. Et notamment dans cette action à la 92e minute de jeu, où il y a cette tête qui, je sais pas comment il fait pour l'arrêter, parce que cette tête, elle est parfaite, cette tête d'Aribi. Voilà, quoi. 92e minute de jeu, il reste quoi? 4 minutes de temps additionnel après cette tête-là, et le gars te sauve à nouveau les miches, quoi. Que dire, quoi? Il est une performance très importante dans ce match contre Nîmes, bien sûr. Et donc, ça fait partie, on va en parler certainement après, des joueurs qui justement auront permis au FC Metz de maintenir cet avantage de 1-0 en infériorité numérique. Et franchement, on n'est que comblé face à tant d'efficacité de notre gardien algérien. Dernier point sur les éléments individuels, juste à signaler, c'est que Iseka, Aaron Leia Iseka, est rentré en jeu. Donc première rentrée en jeu pour lui, dans un contexte pas simple, parce que Monsieur Iseka rentre dans une situation à 10 contre 11, et malheureusement il a fait son travail de pressing qu'on attendait d'un avant-centre, parce que quand vous rentrez et qu'en plus on est dans un schéma où on a un joueur en moins, on est un peu en 4-4-1, si j'arrondis, et donc il remplace N'Guet à la 87e minute de jeu, donc derrière il est plus dans un mode pressing qu'autre chose. Mais voilà, on peut pas juger bien évidemment de la performance d'Iseka sur ce match, sur ses quelque chose comme quoi il a joué 8-9 minutes. Bon voilà. Et dans le contexte en infériorité numérique bien sûr, mais c'était à signaler que justement il a fait ses premières minutes au FC Metz. On passe, si vous voulez bien, au top et flop. Alors le top, pas simple, parce que je sens qu'il va y avoir la team Maïga d'un côté, la team Oukidja de l'autre, parce que Maïga,
comme je l'ai dit, a été un élément extrêmement important parmi les joueurs de champ sur ce match. Déjà parce que il est à l'origine du but marqué par Lamine Gueye, parce qu'il récupère le ballon et en plus il l'emmène très très loin pour faire cette passe très millimétrée pour monsieur Lamine Gueye. Donc Maga est une option. Oukidja qui, dans les moments très très chauds du match, en plus il a subi beaucoup de duels physiques, parce qu'il aurait dû être blessé au moins 3 fois durant ce match. À un moment précis où on attend qu'il soit décisif, il l'est. Et la pression était forte sur Oukidja, parce que forcément quand vous êtes à 10 contre 11, la pression de l'adversaire sur vous, et elle est immense, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et Oukidja, quand on a dû le solliciter avec des frappes cadrées, a répondu présent. Donc moi j'hésite un peu, c'est vrai que je comprendrais ceux qui vont dire Maga, moi je vais dire Oukidja, parce que vraiment la pression de fin de match était énorme pour lui. Surtout à 10 contre 11, dans une situation mentale pas simple pour l'équipe, qui démarre une nouvelle mi-temps en étant en infériorité numérique alors qu'elle a fait du très bon jeu en première mi-temps. Pression forte sur le gardien, et donc pression qui a été combattue par Oukidja, qui aura fait une très très bonne performance durant ce match. Au niveau des flops, malheureusement, Mathieu Hudol, pas trop le choix, parce que je comprends pas ce tacle. Je comprends pas ce tacle. Dans cette zone du milieu de terrain, certes pour amorcer un contre, mais même si c'est pour amorcer un contre, avoir de l'agressivité, même si c'était de la bonne agressivité, parce qu'au final le ballon est touché. Si tu rates le ballon, tu casses la jambe du mec, et au final on est dans la même situation d'un carton rouge. Donc à ce moment-là, 44e minute de jeu, tu mènes 1-0, t'es à 2-3 minutes de la fin de la première mi-temps, tu es dans la zone médiane, c'était pas un truc à faire. Malheureusement il l'a fait, et il a mis ses coéquipiers dans la mouise. À 10 contre 11, s'il n'y a pas cette solidité collective, aujourd'hui, vous allez voir légitimement Mathieu en lui disant « Mathieu, mais tu nous mets un peu dans la merde avec ton histoire là, de tacle glissé au milieu de terrain. » Donc voilà, c'est dommage, parce que honnêtement, s'il n'y a pas ce tacle-là, quand vous regardez même statistiquement, Hudol fait un match encore une fois très solide. C'est un joueur qui, au niveau du pressing défensif, est présent. Au niveau de la volonté de jouer vers l'avant, est très présent aussi sur la première mi-temps. C'est énormément dommage de gâcher cela par ce tacle qui, pour moi, est absolument inutile. Donc, écoutez, il va être un flop. Je pense que ce sera l'une des rares fois où il sera un flop, parce qu'il est plus proche du top que du flop durant ses performances. Donc, on verra bien pour la suite, mais il faut bien que tout le monde passe une fois par la case du flop. Et malheureusement, c'est sur ce match contre Nîmes pour monsieur Mathieu Hudol. Au classement et le prochain match, c'est la dernière partie qui va nous intéresser. Tout d'abord, parlons du classement, parce que le FC Metz qui, à travers ces 3 points, ce nouveau clean sheet obtenu, confirme sa présence en première partie de tableau, qui était déjà observée lors du match contre Saint-Etienne, où justement on avait pu intégrer ce top 10. Le FC Metz qui, avec les autres résultats, est aujourd'hui 7ème de Ligue 1. Bon, écoutez, on est en course pour l'Europe, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est très bien. Non, blague à part. C'est une très très bonne chose. C'est vrai que après tous les adversaires qu'on a affrontés, le fait déjà que l'on arrive à battre les concurrents directs, ou alors au moins limiter la casse, comme par exemple face à Angers. Quand je dis limiter la casse, c'est bien sûr le match nul, parce que le contenu avait été très très bon. Mais sinon, c'est que des victoires contre des concurrents directs. Il y a les matchs suivants dont on va parler après qui vont être aussi importants. On prend les points là où il faut les prendre. Et c'est très très bien. Ça nous amène aujourd'hui dans la première partie de tableau. On est dans une situation comptable avec donc 14 points, et on a aujourd'hui 6 points d'avance sur l'adversaire de ce week-end, à savoir Nîmes, qui est donc 18e premier barragiste. Pardon, seul barragiste, parce qu'il n'y a qu'un seul barragiste. Le premier relégable étant Strasbourg, qui a 6 points. Donc on a 8 points d'avance sur Strasbourg, qui est actuellement 19e. Quand on regarde ce qui attend le FC Metz pour notamment la semaine prochaine, match à domicile contre Dijon. Là aussi, Dijon qui est un adversaire un peu, on va dire, dans la difficulté interne, notamment avec des performances vraiment pas simples pour eux. Ils ont tout simplement pas gagné un seul match de la saison. Donc forcément, peut-être que cette adversité que va être le FC Metz, parce que c'est un concurrent direct, peut les révolter. Mais c'est vrai que
c'est clairement pas un bon adversaire, surtout en ce moment, à prendre pour Dijon, le FC Metz. Donc, ça va pas être simple pour eux, et donc le FC Metz va vouloir, pourquoi pas, poursuivre cette série d'invincibilité, peut-être un 7e match d'invincibilité. Une victoire, ça serait absolument génial, hein. 3e victoire d'affilée, vous imaginez bien sûr la joie que cela procurait, surtout face à un concurrent direct au maintien. Réponse, bien sûr, dans le match qui va nous attendre le 8 novembre à 15h, dimanche 8 novembre à 15h. Bien sûr, vous aurez l'avant-match qui sortira normalement vers le samedi, hein, qu'on parlera de cette rencontre en détail. J'en ai fini pour le débrief. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ma petite analyse sur cette rencontre contre Nîmes. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des remarques à faire, hein, sur le débrief, sur la performance de certains joueurs, sur, je ne sais pas, par exemple, votre opinion sur même les enseignements. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements à retenir sur ce match. N'hésitez pas, les commentaires, c'est l'espace qui vous est réservé. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir, pour le développement de la chaîne. Déjà, un grand merci à ceux qui se sont abonnés, vous êtes géniaux. Et ceux qui vont le faire, vous êtes d'avance géniaux. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça nous fait grandement plaisir. Je vous laisse sur cette belle conclusion. Portez-vous bien, d'accord? Les masques, très important dans cette période de confinement où les sorties sont limitées. Et tout ce que je peux vous dire, c'est allez le FC Metz. Allez, ciao.